n'a rien. L'institution de l'Azhar, c'est la plus haute instance de l'islam sunnite dans le monde. Cette institution joue un rôle important dans la divulgation des principes tolérants de cette religion. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette institution aujourd'hui, surtout après l'apparition de quelques groupes extrémistes qui parlent au nom de l'islam, mais où est l'Azhar? Quel est le rôle de l'Azhar exactement? Là, c'est un sujet qui a été traité quand même avec plusieurs responsables qui sont venus en Égypte. Si on parle du président français Hollande, si on parle du roi Salman d'Arabie Saoudite et même actuellement le roi de Bahreïn qui a visité l'Égypte hier et avant-hier. On va poser la question surtout sur le rôle de l'Azhar pour faire face à tout ce qui est idée extrémiste avec notre invité ce matin, Dr Kamel Gadallah. Vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour. Alors, Dr Kamel, comme vient de souligner Ashraf dans l'introduction, l'institution de l'Azhar est devenue, disons, un indispensable dans la lutte contre le terrorisme. Alors que ce soit par des visites officielles, comme a été souligné par le roi Salman ou le roi du Bahreïn, des visites aussi de chez Dr Ahmed Tayeb, que ce soit dans le Sénat allemand ou dans le Sénat français, il est impossible de ne pas passer par El Azhar. Dites-nous quels sont les moyens mis en œuvre justement pour lutter contre ce cancer. En fait, oui, ils sont très bien, en fait, les visites rendues à l'Azhar par leur majesté, soit le roi Salman, le roi Hamad et les autres, et même son excellence, le président français. Cela, en fait, met l'accent sur une vérité tout à fait éclatante. Tout le monde a besoin de l'Azhar, du rôle de l'Azhar. Donc, c'est la première étape, c'est-à-dire votre crédibilité dans le monde étranger, que vous pourriez être non seulement le défenseur de l'islam, mais également aussi le présentateur de l'islam, c'est-à-dire celui qui pourrait expliquer ce que ça veut dire l'islam, les préceptes de l'islam. Mais la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est le fait que, premièrement, il faut que l'Azhar soit très bien au courant de ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire pas non seulement en Égypte, mais dans le monde arabe, entre guillemets, aussi en Occident, parce que le danger de Daesh est devenu mondial. C'est-à-dire qu'ils ont en fait lancé des menaces contre toute l'Europe, contre les États-Unis, et non seulement des menaces, mais ils les mettent en exécution, en fait. C'est-à-dire ils pratiquent, ils perpètrent des crimes, soit dans le monde arabe, soit en Europe, ou bien dans l'Occident. Donc, il faut que l'Azhar connaisse pourquoi de tels gens se sont déviés du vrai islam, et pourquoi ils ont eu de tendance vers la violence, vers la tension, vers, par exemple, cette réaction violente contre non seulement le musulman, mais avant tout, si vous voulez, entre les régimes. Le problème, si vous dites pourquoi est-ce qu'ils ont dévié du véritable islam, le problème c'est que ces gens, ces terroristes utilisent des versets coraniques et des hadiths présents, même dans les grands recueils de hadiths comme Al-Bukhari par exemple, et les interprètent à leur manière, alors que finalement, même si il y a certes des versets qui appellent à combattre ou des versets qui appellent à se défendre, enfin, c'est dans un contexte non seulement particulier, et il faut connaître toute l'histoire à côté. Il ne faut pas oublier que le prophète a été persécuté, qu'il n'a pas répondu à ces menaces, que ces versets ont été révélés 13 ans après le message du prophète, donc 13 ans de persécution. Mais le problème, c'est que voilà, il y a peut-être ce manque de promotion, je dirais, ou de contexte qui n'est pas dit, quoi. Oui, en fait, malheureusement, pour chasser de telles de telles faussetés, de telles en fait, images erronées de l'islam, il faut connaître premièrement qu'il y avait un danger qui était à l'origine en fait de déclenchement de telles erreurs. On avait toujours l'habitude de dire que parler de l'islam, bien parler de la religion, ça ne pourrait pas être quelque chose, par exemple, de restreint aux ulama ou bien aux savants, parce que la religion, c'est pour tout le monde. Oui, la religion, c'est pour tout le monde, concerne le minimum, c'est-à-dire, si vous voulez, l'acquis commun, comme quoi vous pouvez faire votre culte, vos adorations et tout, c'est de votre droit de le connaître.
Mais il y a aussi là-dedans plusieurs choses qui sont purement académiques. Par exemple, vous venez de parler des versets coraniques. On a une littérature assez riche et assez garnie d'exégèse coranique qui remonte peut-être au temps de prophètes, au temps d'Ibn Abbas, et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours en fait de renouvellement exégétique qui travaille sur le Coran. Par exemple, pour le recueil de hadith aussi, vous venez de citer par exemple Sahih al-Bukhari, mais Sahih al-Bukhari, il était en fait commenté et analysé par plusieurs personnes. Nous avons par exemple Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari. Nous avons également aussi plusieurs autres explications de Bukhari. Même Nawawi qui a fait un commentaire sur le Sahih de Muslim, il a également fait un commentaire sur le Sahih de Bukhari. Donc, des tels recueils ne sont pas, par exemple, à prendre avec légèreté comme ça. Donc, n'importe qui n'est même pas très calé en langue arabe, il pourrait déduire de hadith ce qui est, par exemple, nécessaire et indispensable à comprendre, parce qu'il y a aussi cette contextualisation, si vous voulez, la circonstancialisation de hadith et des versets, pourquoi il était révélé, pourquoi ce hadith il était énoncé par le prophète, et en quelle occasion, et jusqu'à quel point il est, par exemple, appliqué sur tout le cas, ou peut-être il est circonstanciel. Donc, plusieurs choses, en fait, à clarifier et à élucider de la part de l'Azhar. Donc il faut que l'Azhar soit très bien au courant qu'il faut avoir deux discours en fait qui doivent en fait aller de pair. Premièrement, le discours académique pour graduer et diplômer des gens tout à fait qualifiés et compétents pour comprendre même les questions épineuses, et aussi un discours pour le public, un discours qui est simplifié, abrégé. Et en fait, je cite à ce contexte, par exemple, en France, c'est hyper difficile pour les étudiants de bac ou bien les étudiants de préparatoire, de lycée et de collège de comprendre, par exemple, Victor Hugo, Voltaire et les autres. Et donc, ce qu'on fait là-bas, c'est quoi? C'est une simplification de ces œuvres en français facile pour qu'ils soient aussi bien comprises en tant que pensée et réflexion française. Donc, il faut des discours qui doivent aller de pair et être en parallèle, c'est-à-dire le discours académique très, très approfondi et le discours qui est facilité en fait par des spécialistes aussi, parce que c'est pas facile en fait de faciliter, de simplifier les choses difficiles et épineuses de la religion. Il faut par exemple laisser à côté, lorsque vous adressez la parole au public, il faut mettre à côté les petites péripéties et différences des ulama qui sont basées sur des fondements hyper difficiles à comprendre, et il faut chercher à présenter aux gens quelque chose entre guillemets mondial. C'est qu'on fait maintenant, par exemple, au ministère de Waqf, où on a ramassé, on a fait un recueil de sermons de vendredi. Et moi, personnellement, je suis appliqué à les traduire en français, même si je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible au lecteur français. J'ai la liberté d'agir pour que le texte soit agréé et accepté par le lecteur francophone. Si on regarde dans l'histoire proche, dans les années 50, 60, 70, il y avait l'Azhar qui existait et qui était présent complètement partout dans le monde. Si on parle dans les pays africains, même dans les pays du Golfe et en Europe aussi. Et en Europe, voilà, au Japon, par exemple, il y avait un savant de l'Azhar qui a effectué une visite, un voyage, en fait, si vous voulez, au Japon. Il a passé peut-être 3 ans. C'est exactement ça. Et si on lit l'histoire, on trouve que dans les années 50, 60, 70, et même au début 80, ces idées extrémistes, il n'y avait pas ces idées de Daesh, ou bien de Boko Haram, ou bien de l'AQMI, etc., etc., etc. Là, en visitant la France, je donne un exemple. Je crois que Ahmed, puisqu'il a vécu beaucoup de sa vie en France, il sait que les imams des mosquées en France ne sont pas de l'Azhar. Oui. Voilà, ils viennent d'où, je ne sais pas exactement, mais ils ne sont pas de l'Azhar. Alors, ils ont appris une autre religion, ou bien une autre interprétation de la religion loin de l'Azhar. Pourquoi l'Azhar a reculé et a laissé l'occasion à ces gens de jouer, de manipuler les idées des jeunes, et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Pourquoi? Dans un mot, si vous voulez, c'est la nationalisation de l'Azhar. C'est-à-dire que dès l'arrivée de Nasser, il a cherché en fait à amortir toutes les germes de force qui pourraient, par exemple, constituer contre lui une opposition. À tort ou à raison?
c'est une vérité tout à fait, en fait, historique, éclatante. C'est tout à fait évidente, en fait. Moi, avec tout le respect que je dois à Solidaire égyptien, en fait, qui a fait la libération et tout, et qui a aussi poussé à l'avant-garde les masses populaires, mais en fait, elle était dictateur. Donc, il faut dire la vérité. Il a nationalisé l'Azhar, il a fait de l'Azhar, si vous voulez, un organisme étatique, purement étatique, et par conséquent local. C'est-à-dire que les fonctionnaires de l'Azhar, ils sont toujours sous le joug de l'État. Ça a été politisé, vous voulez dire. Oui, c'est malheureusement. Deuxièmement aussi, si vous voulez, pour la France, par exemple, c'est un cas particulier. Et dès que je suis revenu de la France, parce que j'ai pratiqué là-bas, en fait, le sermon de vendredi, la prédication islamique, mais à titre individuel. En fait, votre collègue, Hatem Haidar, si je me souviens bien, elle m'a posé une question. Est-ce que vous étiez là-bas, par exemple, longtemps quand même, et vous étiez envoyé par l'Azhar, chargé par l'Azhar, en fait, d'accomplir votre mission? Je lui ai dit non, pas du tout, parce que l'Azhar n'a pas de présence là-bas. Je vous donne, par exemple, un exemple très, très amer. Dernièrement, il y a un institut français qui s'appelle Avicenne, qui est dirigé par Mohamed Bichar, qui est venu ici, qui était invité, en fait, sur Nile TV aussi, sur la première chaîne, en fait, internationale. Donc, c'est le doyen de cet institut. Il est aussi le responsable de la Fédération des musulmans de France. Il avait un institut à Lille, maintenant, récemment. Il a déjà pris un terrain très, très large sur Paris, à Clichy, en fait. Et il a demandé à l'Azhar qu'il m'envoie, moi, je m'en fiche, en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour, en fait, enseigner tout le programme de l'Azhar d'une façon officielle dans cet institut, à condition que lui, par exemple, il va se charger de l'hébergement, et l'Azhar va se charger, par exemple, d'une mensualité qui n'était pas exagérée, peut-être 12 000 € par mois. Mais malheureusement, le grand imam, malgré le fait que cette lettre était adressée à son Excellence le président de la République, le grand imam de l'Azhar a dit, moi, pour moi, d'accord, il n'y a aucun problème, mais à condition de ne rien payer. Donc, c'était un projet tout à fait gelé, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est la volonté d'un grand fonctionnaire, en fait, qui est, entre guillemets, étatique. Donc, au moment où l'Azhar se libère, par exemple, de cette hégémonie gouvernementale, et devient, par exemple, indépendant, à l'instar peut-être du Vatican, ou peut-être d'autres établissements religieux, institutions religieuses dans tout le monde, à partir de ce moment, vous pouvez, par exemple, parler de la récupération du rôle de l'Azhar. Non, ouais. Alors, pour être indépendant, je pense que c'est une arme à double tranchant, parce que certes, quand on a une bureaucratie étatique, ça peut bloquer plusieurs choses. Et quand vous dites que l'imam à cette époque, ou le grand imam de l'Azhar a refusé pour justement un problème de budget, et c'est un truc... Non, c'est l'imam actuel, en fait. Dr Ahmed Taïb, oui. je ne savais pas. Oui. Donc, mais c'est parce que Al-Azhar n'a pas de budget, n'a aucun budget. Enfin, c'est la responsabilité de l'État. Il a juste le budget pour payer ses imams et ses fonctionnaires. Il n'a pas, quand on lui dit qu'un fonctionnaire va toucher 2 000 € par mois, pour lui, il pense à 15 000 livres égyptiennes, et pour lui, c'est quelque chose d'aberrant. Mais enfin, bref, ça c'est un problème. Mais en même temps, s'il est indépendant, par qui va le financer? C'est ça. Est-ce que c'est une tendance, parce que qui va le financer? Bon, soyons francs, qui a les moyens de financer? Ce sont les monarchies du Golfe. Donc, quand un pays, on sait que sa tendance est plutôt extrémiste, peu importe lequel, j'ai pas de nom à dire, mais peu importe la monarchie que c'est, il a des tendances extrémistes, il a une tendance politisée. Ça aussi, ça peut être dangereux pour une institution comme l'Azhar. Oui, indépendant dans le cadre de quoi? Indépendant dans le cadre de la décision, des priorités. Il faut financer l'Azhar et lui laisser la liberté d'agir. Donc, c'est ça la question. Mais maintenant, par exemple, il y a pas mal d'appels, par exemple, à diminuer les dépenses en faveur de l'Azhar. Maintenant, monsieur, il y a, chaque année, peut-être, il y a entre 8 000 et 10 000 étudiants qui quittent l'Azhar pour les autres écoles public. Donc, peut-être on va finir par trouver un Azhar qui est peut-être quelque chose peut-être de symbolique, quelque chose qui appartient au passé. Maintenant, par exemple, on a commencé à diminuer le programme de l'Azhar pour en fait raccourcir la matière, je ne sais pas quoi. Donc, c'est dingue ce qui se passe. L'Azhar doit regrouper l'élite, parce qu'avant, vous parlez de l'Azhar avant, par exemple. Le cheikh Moustapha Abdelrazak, il était quoi? Il était pacha.
et son frère aussi, Ala Abdel qui était Pacha. Il y avait aussi, par exemple, Sibi Abayoumi Bek. Il y avait également, si vous voulez, Abdouab Khalef Bek. Il y avait des beys et de Pacha. Alors, à l'époque, les grandes de la famille envoyaient leurs enfants pour être formés à Al-Azhar. Maintenant, et à partir de la révolution de 1952, on a commencé à affaiblir l'Azhar et on a commencé à qualifier l'Azhar de cet organisme qui regroupe soit ceux qui ont échoué à avoir leur primaire publique, soit par exemple les pauvres, soit, je ne sais pas, peut-être les aveugles et les handicapés. Donc l'Azhar, il est devenu une sorte d'asile peut-être d'handicapés. Donc à partir de ce moment, et cette image, en fait, tout à fait erronée, on a cherché à consacrer cette image. Et malheureusement, ceux qui détiennent le pouvoir Azhar sont des fonctionnaires. Moi, je suis personnellement convaincu qu'ils sont des fonctionnaires. Des fonctionnaires qui n'ont pas la liberté d'agir, malheureusement. Il y a une unanimité actuelle, partout dans le monde, que l'Azhar doit reprendre son rôle, sa force. Mais comment? Même, je me rappelle l'été dernier, il y a eu la grande opposante française, Marine Le Pen, qui est venue ici. La première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est dirigée vers l'Azhar pour parler en fait du terrorisme et du rôle de l'Azhar et tout. Pourquoi même Irina Bokov va de l'UNESCO. Oui, il a donné son discours à l'université de l'Azhar. Tout à fait. Des chefs d'État. Même, elle n'avait même pas le temps, par exemple, de faire une réunion avec monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Saïd Abdelkhel, à l'époque. Donc, il lui a dit, si vous voulez, par exemple, qu'on parle, il faut venir avec moi à l'Azhar. Il est venu à l'université de l'Azhar. Donc, mais comment? Il faut que l'État, en fait, soit très bien conscient que l'Azhar, c'est le point de force, c'est très, très, très important, en fait. Tout à fait. Non seulement en Égypte, mais à l'extérieur. En Afrique, par exemple, c'est en Afrique que l'Azhar joue le rôle le plus prépondérant. Pas mal des diplômés de l'Azhar qui sont revenus à leur pays en Afrique, qui sont devenus des ambassadeurs, des ministres, et même, il y a des présidents. Par exemple, le sultan de Brunei, parce qu'on consacrait un bon budget pour recevoir des étudiants de partout dans le monde. Oui. Aujourd'hui, nous avons la cité d'El Baous qui a été inaugurée, ou bien qui va être inaugurée bientôt. Elle est à la charge de l'Arabie Saoudite, en fait. D'accord. Mais c'est pas à la charge de l'Égypte. Voilà, on peut pas contrôler. L'Égypte n'offre un budget suffisant à l'Azhar. C'est clair, net, précis. Il faut augmenter le budget. Il faut augmenter le budget, il faut réviser, par exemple, le programme. Il faut aussi connaître qu'est-ce qu'on demande à l'Azhar, quels sont les moyens, par exemple, pour faire tout cela. Comment, par exemple, les fonds questionnaires remplissent leur poste à l'Azhar, parce que maintenant, par exemple, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui était choisi, je ne sais pas, peut-être parce qu'il est très proche de telle ou telle personne, mais il n'y a pas de CV, en fait. Le CV qui pourrait, en fait, convaincre tout le monde que ce monsieur, il a une vision réformiste de l'établissement où il sera le PDG. Donc, c'est ça le problème. Donc, il faut des critères, il faut des normes, et il faut, si vous voulez, cribler, en fait, et faire une révision de ce que s'est passé, qu'est-ce que l'Azhar a donné, pourquoi il était fort au passé, maintenant, pourquoi il s'est affaibli. Parce que le problème, c'est quoi? Le fait que l'Azhar, par exemple, recule, c'est quelque chose de en fait, d'acceptable. Oui. Parce que il n'y a pas d'autre choix. La chute de l'Azhar, c'est la chute de l'Égypte. Parce que la chute du monde islamique. Du monde islamique, malheureusement. Ouais. La chute de l'Égypte, du point de vue stratégique et du monde islamique. Le rôle de l'observatoire de l'Azhar. Parce qu'on parle souvent de cet observatoire dirigé par Dr Osama Nabil, si je ne me trompe pas, que voilà, pour répandre les bonnes idées ou les vraies idées de l'islam partout dans le monde. Est-ce que ça joue? Je ne sais pas quels sont les moyens, en fait, parce que, mais tout simplement, d'après ce que je connais, on cherche à collecter, à ramasser tout ce que publie Daesh, par exemple, pour le traduire en français, en anglais, et pour, par exemple, donner la vérité élogieux contre de telles erreurs. Oui, c'est bien, c'est pas mal, mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour présenter notre islam à l'étranger? Donc, jusqu'à présent, Daesh est plus présent. C'est ça le problème. Le puissant que peut-être tous les régimes arabes, malheureusement, c'est ça la vérité. Il faut dire la vérité. Ils sont très très forts, ils ont le moyen technique et les médias et tout. Moi, ça me fait mal au corps, mais c'est ça, malheureusement, c'est ça la vérité amère.
Donc, même la chaîne de télévision de l'Azhar, par exemple, jusqu'à présent, elle est encore gelée. Ça fait 2 ans. Il n'y a pas de nouvelles. Moi, personnellement, je n'ai pas d'informations. Ça fait Elle nous a dit, par exemple, qu'il y aura on nous a dit, par exemple, qu'il y aura un centre de traduction de l'Azhar. On attend maintenant, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que, donc, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple? On dit, par exemple, qu'on pourrait aider l'observatoire, mais moi, je suis tout à fait contre cette idée. Il faut qu'on cherche à traduire soit par exemple des patrimoines ou des écritures récentes, ce qui est plus compatible à la mondialité et à l'universalisme pour que l'Azhar puisse jouer son rôle. Alors, Dr Kamal, on a parlé donc des problèmes qui tournent autour de l'Azhar et on a parlé de son rôle important. Maintenant, si on parle franchement de l'Azhar de manière intrinsèque, de manière interne, vous dites que, je reprends donc cette indépendance de Al-Azhar, comment garantir que Al-Azhar sera un organisme indépendant si on lui donnait les moyens? Je pose cette question pourquoi? Parce que dans Al-Azhar, il y a différentes tendances de l'islam. Et les plus extrémistes, d'après ce que j'ai entendu, les plus extrémistes sont... Alors, officiellement, Dr Ahmed Tayeb fait partie d'une école qui est modérée. Oui. C'est officiel. Mais les gens qui sont autour de Dr Ahmed Tayeb, ce sont des gens avec le plus souvent des idées extrémistes et des gens qui ont le plus souvent des tendances politiques. Comment est-ce qu'on peut garantir une indépendance et une stratégie disons, de vision religieuse à Al-Azhar alors qu'il y a ces divergences à l'intérieur? Bon, officiellement, l'Azhar, en fait, n'importe qui, en fait, qui est azharien, il n'a pas le droit, peut-être, n'a pas le droit du tout, en fait, d'appartenir à n'importe quel parti aux tendances politiques. Parce qu'on est pour tout le monde. Moi, personnellement, en tant que, peut-être, quelqu'un... Ça, c'est théoriquement. Oui, non, oui. Pratiquement, moi, je me considère, en fait, si vous voulez, une propriété sociale, c'est-à-dire non seulement pour le musulman, mais pour aussi le chrétien, même s'il y a des juifs en Égypte, moi, je suis pour les athées aussi. Il faut que, en fait, qu'ils soient prédisposés à parler même avec les athées, peut-être avec les mécréants. Les athées, oui, ce sont des êtres humains après tout. Non, de parler avec tout le monde. Voilà. Parce que, comment, par exemple, déraciner une réflexion? Est-ce que vous allez déraciner une réflexion avec de la force? Ça ne sera pas faisable, en fait. Donc, il faut, en fait, rétablir les critères anciens de l'Azhar, c'est-à-dire, par exemple, élire le grand imam, ou élire aussi, par exemple, ce qu'on appelle Hayat Kibar al-Ulama, c'est l'organisme de grands savants de l'Azhar. Et il faut, en fait, ancrer la démocratie à l'Azhar et il faut éviter n'importe quel élément dont on a la preuve qu'il n'est pas purement indépendant en tant qu'azharien. C'est lui qui appartient peut-être aux frères musulmans, qui son appartenance n'importe quel extrémiste lui concerne. C'est lui, par exemple, qui a des idées, par exemple, peut-être qui ne sont pas compatibles avec les Azhar, qu'il le garde pour lui-même. Il n'a pas le droit de les diffuser, de le propager parmi les étudiants. Donc, il faut, si vous voulez, une sorte de pacte d'honneur pour tous les ulamas. Donc, on pourrait tout le faire, mais à condition qu'on aille la bonne intention pour faire il ne faudrait pas, juste pour conclure en une phrase, une éducation azhari plus basée sur des valeurs et une vraie transmission de l'islam, plus qu'une volonté politique. C'est-à-dire qu'on doit apprendre ça dès le plus jeune âge aux azhariens. Ah oui, normalement, oui. En Azhar, par exemple, on a appris à respecter toutes les écoles juridiques, par exemple, à dire que, oui, même moi, personnellement, j'appartiens à l'école hanafite. Si je trouve, par exemple, un point de vue dans l'école malikite, je dis oui, c'est le plus compatible, c'est le plus souple. Donc, même pour l'école hanbalite, qui est, par exemple, nommée rigide, mais elle n'est pas rigide, parce que, par exemple, la hanbalite, ils accordent une attention particulière à ce qu'on appelle les intérêts variables, le masalih al-mursala. Donc, un élargissement. Donc, moi, je compte aussi sur l'école hanbalite, pourquoi pas. Donc, on a appris à l'Azhar que la vérité, en fait, c'est le recul de croyants n'importe où. Je vous remercie beaucoup, Dr Kamal Gardal. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Je vous remercie beaucoup. Merci docteur, merci Achraf, merci docteur Kamal d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est Achraf que vous allez retrouver pour la presse francophone. Moi, je vous souhaite d'avance un excellent week-end. Au revoir.